Non! Churenpoto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction au mahjong japonais. Dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter le déroulement d'une partie. Alors le système de base est assez simple. En fait, chacun à son tour, les joueurs vont piocher depuis la pioche une tuile et ensuite défausser une des tuiles de leur main, donc soit celles qui viennent de piocher, soit s'ils en piochent une qui les intéresse, ils vont la garder et jeter une autre tuile de la main. Chaque joueur va les aligner devant lui en formant des rangées de 6. Et c'est donc par ce jeu de pioche et de défausse qu'on va pouvoir choisir les tuiles qui composent notre main et faire évoluer sa main jusqu'à former une main complète. Alors une main complète, c'est une main qui se compose d'éléments de 3. Donc ça peut être par exemple des suites. Une suite, c'est 3 fois 3 tuiles qui se suivent. Ici 2, 3, 4 de bambou. Ça peut être aussi des brelans, donc c'est-à-dire 3 fois la même tuile. Ici 3, 2 de caractère. Alors, il est possible également de faire des carrés. Les carrés, c'est un peu particulier. C'est 4 fois la même tuile, mais ça compte comme si on n'en avait que 3. Donc les carrés, c'est des brelans améliorés. J'y reviendrai. C'est un peu compliqué à comprendre, mais il faut retenir ça. C'est 4 tuiles qui comptent comme 3. Alors, une main complète, ça pourrait donc être par exemple la main suivante, une suite de 3, 4, un brelan de 2 de caractère, un carré de dragon rouge, une suite de 5, 6, 7 de rond, et il faut également une paire qui va venir compléter tout ça. Donc 14 tuiles en tout, 4 éléments de 3, plus une paire. Comme on l'a vu, pour faire progresser sa main, il va falloir piocher et défausser des tuiles, mais il va être possible également de voler des tuiles à ses adversaires dans certaines conditions. Alors imaginons par exemple que dans ma main j'ai 2 de caractère, comme tout à l'heure, et qu'un de mes adversaires défausse le troisième 2 de caractère. À ce moment-là, je vais pouvoir dire pont. Donc, pont, c'est la nance qui permet de voler pour un brelan. Je dis pont, je montre les 2 tuiles correspondantes, et je prends la troisième qui va donc venir compléter ce set de 3. La tuile qu'on a volée, on la met à 90 degrés, et sur la gauche si on l'a volée au joueur à sa gauche, à droite si on l'a volée au joueur à sa droite. Ou au milieu si on l'a volée au joueur en face. Là, je l'ai volée au joueur à ma gauche, je la mets à gauche. Et je la range dans le coin à droite. Chaque joueur range les tuiles qu'il a volées dans le coin à droite, c'est important, ça permet de savoir qui est à quoi. Après avoir volé, on a une tuile en plus dans son jeu, puisqu'on vient de la voler. Donc, voler, c'est pareil que piocher. Après avoir volé, de la même façon qu'après avoir pioché, il va falloir se défausser d'une tuile. Donc voilà, je viens de voler ce 2, je me défausse de un 5 de rond qui ne m'intéressait pas. Alors, de la même façon, il va être possible de voler pour des suites, simplement cette fois l'annonce va être différente. Tout à l'heure, pour un brelan, j'ai dit pont. Là, je vais dire chi. Imaginons que le joueur à ma gauche jette le 2 de bambou. Moi, ça me permet de compléter mon 3 et 4 de bambou. Alors, je vais dire chi. Je montre les 2 tuiles que ça vient compléter. Et après les avoir montrées, je prends la tuile qui vient compléter. Et je viens la ranger là. Suite à quoi, je défausse. Puisque, encore une fois, voler, c'est comme piocher. Et qu'après avoir pioché, on défausse. Alors, il y a des règles pour voler quand même. Pour le brelan, j'avais volé tout à l'heure au joueur à ma gauche, mais en fait on peut voler à n'importe qui, au joueur en face ou au joueur à droite également. Par contre, pour faire un chi, on a le droit de voler qu'au joueur qui est à sa gauche. Alors j'ai dit qu'on pouvait faire tout à l'heure des carrés, c'est-à-dire 4 tuiles identiques. Donc la première façon de faire un carré, c'est si par exemple j'avais déjà 3 dragons rouges dans ma main, et que je pioche le 4e, c'est ce qu'on appelle un carré caché, puisque il reste caché dans ma main. Alors, bien que ce soit un carré caché, il va falloir que je le montre aux autres. Je dis can, je monte les 4 tuiles, et pour signifier que c'est un carré caché, je vais retourner les 2 tuiles du bord, et je le mets à droite. Alors j'ai donc ici un carré, c'est-à-dire un élément de 4, mais qui compte comme 3. Du coup, il va falloir que je prenne une tuile en plus pour compenser cette 4e tuile qui est en quelque sorte virtuelle. Alors c'est la seule situation où on va piocher à la fin du mur une 4e tuile qu'on appelle tuile de remplacement, suite à quoi on va pouvoir se défausser d'une tuile de sa main, par exemple celle qu'on vient de piocher si elle ne nous intéresse pas. Il y a d'autres façons de faire des carrés. Là j'ai fait ce qu'on appelait un carré caché, c'est-à-dire que j'ai pris les 4 tuiles depuis ma main. Imaginons que j'avais eu 3 tuiles dans ma main et que le joueur à ma droite avait jeté un dragon rouge. J'aurais là pu aussi dire can, montrer mes 3 tuiles et mettre la 4e tuile à droite puisque j'ai volé au joueur à droite. De la même façon que tout à l'heure pour les brelans, si j'avais volé à gauche, je l'aurais mise à gauche, et si j'avais volé au joueur en face, je l'aurais mise au milieu.
Donc là, c'est au joueur à droite, je la mets à droite. Et pareil, j'organise mon carré à ma droite. Et je pioche une tuile de remplacement, selon le même principe. Suite à quoi, je me défausse et j'ai terminé mon tour. Alors le dernier cas de figure, supposons que j'ai déjà fait un brelan ici exposé de dragon rouge. J'ai déjà 3 tuiles qui sont visibles. Et la 4e tuile, je la pioche moi-même. À ce moment-là, je dis canne également. Je montre cette 4e tuile et je vais la poser à l'horizontale par-dessus la tuile qui était déjà horizontale. Ça, je peux le faire évidemment uniquement si je pioche la tuile moi-même. Voilà, c'est donc en piochant et en défaussant des tuiles et en volant les tuiles des autres joueurs qu'on va pouvoir faire progresser sa main. Va arriver un moment où il ne nous manquera plus qu'une tuile pour gagner. C'est ce qu'on appelle être tempai ou être prêt en français. Alors, si on reprend la main de tout à l'heure, là j'avais donc un brelan de 2 de caractère, une suite de 3, 4 de bambou, un carré de dragon rouge. Il fallait donc également une paire plus un élément 3, la paire je l'ai déjà. Et là j'ai un 5 et un 7 de rond qui pourront se compléter avec un 6 de rond pour former ma dernière suite. Alors, il y a 2 façons de gagner. Soit on a de la chance, on pioche sa tuile, et si elle nous permet de gagner, on la montre à tous et on annonce Tsumo. Après avoir annoncé Tsumo, on montre le reste de sa main, et tout le monde peut effectivement constater que ce 6-là vient compléter ce 5 et ce 7. C'est donc une main gagnante. L'autre cas de figure, c'est toujours une question de vol. Ce 6 de rond, imagine qu'un joueur, un autre joueur le défausse, par exemple le joueur à ma droite, il le défausse, moi il me permet de gagner, c'est la dernière tuile qui me manque. À ce moment-là, je vais pouvoir dire Ron, c'est une nouvelle annonce. Je dis Ron, je montre l'ensemble de mon jeu et je peux prendre la tuile afin de compléter ma main, 5, 6, 7. Alors j'avais dit tout à l'heure qu'on ne pouvait voler pour faire une suite qu'au joueur à sa gauche. Simplement, quand on vole pour gagner, c'est un cas particulier. On ne considère pas qu'on vole pour une suite, on considère qu'on vole pour gagner. C'est pour ça que l'annonce est différente et qu'on ne dit pas chi, qu'on dit ron. Quand on vole pour gagner, on a le droit de voler à n'importe qui et dans n'importe quelle condition. On va même avoir le droit de voler sur la paire. Imaginons que j'ai une main qui est cette forme-là et qu'il me manque la paire. Si un joueur défausse cette tuile qui me manque, j'ai le droit de dire ron et de gagner sur cette paire. C'est le seul cas où on va pouvoir voler sur la paire d'ailleurs. Alors pour revenir sur les règles relatives au vol de tuiles, petit rappel, on a le droit pour un brelan de voler à tout le monde, pour une suite de voler à son voisin de gauche. Il peut arriver également que 2 joueurs soient intéressés par la même tuile, un pour faire un brelan et l'autre pour faire une suite. Dans ce cas, c'est le joueur qui souhaite faire un brelan qui a la priorité. Par contre, si un des joueurs souhaite voler pour gagner, c'est lui qui va avoir la priorité, que ce soit pour une suite, pour un brelan ou pour la paire, puisque on l'a dit, le seul cas où on a le droit de voler sur la paire, c'est quand ça nous permet de gagner. Voilà, donc là j'ai gagné cette manche, puisque j'ai réussi à compléter ma main. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement remélanger toutes les tuiles, reprendre à zéro et attaquer une nouvelle manche. Alors il peut arriver aussi que toutes les tuiles soient piochées, qu'on arrive à la fin de la pioche, sans qu'un joueur ait réussi à faire une main complète. Dans ce cas-là, c'est une donne nulle et personne n'a gagné. Il va falloir remélanger les tuiles et passer à la suite. Alors par contre, une petite précision, la fin de la pioche n'est pas exactement ici. En fait, les 14 dernières tuiles, on ne les joue pas, donc on peut les mettre de côté. Donc 7 tuiles par 2 de haut, ça fait bien 14 tuiles. Et la pioche va en fait s'arrêter ici. Donc si arrivé à ces tuiles-là, eh bien personne n'a gagné, c'est une donne nulle, et il va falloir remélanger et passer à la donne suivante. Quand on passe à la donne suivante, que ce soit parce qu'il y a eu une partie nulle ou parce qu'un des joueurs a gagné, le joueur qui est dealer va aussi changer. Donc tout à l'heure c'était moi qui étais dealer, pour la donne suivante ça va être mon voisin de droite, et on va tourner comme ça dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'ai commencé, ça va être ensuite mon voisin de droite, mon voisin d'en face, et pour la manche suivante, mon voisin de gauche. Alors quand chacun était dealer une fois, c'est ce qui correspond à un tour de jeu, sachant qu'une partie de Mahjong se joue en 2 tours, vent d'Est et vent du Sud, c'est le nom des tours. Alors, vous vous souvenez qu'il y avait cet indicateur de vent qu'on avait au début, qui est donc là actuellement sur Est. Une fois que tout le monde a été dealer une fois et que c'est de nouveau moi le dealer, eh bien je vais le retourner afin d'indiquer à tout le monde qu'on passe au vent du Sud. Et pareil, on va être chacun une fois dealer de nouveau,
suite à quoi la partie sera terminée. Donc on vient de voir le déroulement de base d'une partie. Il va y avoir d'autres règles qui vont ajouter certaines contraintes et d'autre part qui vont permettre de compter les points, puisque pour le moment on se contentait de gagner ou de perdre, c'était binaire. Vous allez voir qu'en fait il va y avoir un système de points et qu'on va pouvoir gagner plus ou moins de points à la fois. Donc moi je vous conseille dans un premier temps de faire quelques parties avec ces règles simplifiées et quand vous serez bien à l'aise, vous pourrez passer à la vidéo suivante où je vous expliquerai la suite du programme. A bientôt et bon jeu!